Les invités des matins, les invités ES, elles sont deux. Annie de Menton, bonjour. Bonjour. Et Yulia Shukan, bonjour. Bonjour. Annie de Menton, journaliste, essayiste. Vous avez vécu 4 ans en Ukraine, conseiller culturel à l'ambassade de France à Kiev, de 98 à 2001, et puis 4 ans à Moscou, correspondante permanente pour Radio France, de 93 à 97 également, et beaucoup de livres, notamment Les métamorphoses de l'indépendance sur l'Ukraine chez Buchet-Chastel, ou encore Société civile en Ukraine, les vigiles de la démocratie. C'était chez Bruylant en l'an 2000, et il y en a d'autres, on les mettra sur le site de franceculture.fr. Yulia Shukan, vous êtes maître de conférence en études slaves à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense, Paris 10, et chercheuse ou chercheureux, vous préférez quel féminin ? Chercheureux, pardon. Oui, bien sûr, à l'Institut des sciences sociales du politique. Et beaucoup de vos travaux portent sur les institutions et la vie politique et parlementaire en Ukraine. On a pu vous lire notamment dans Le Monde daté du 10 décembre, où va l'euro-révolution en Ukraine. Alors, le jeudi 21 novembre dernier, les étudiants ukrainiens descendaient dans la rue après l'annonce par le président Viktor Yanukovych de la suspension des relations avec l'Union européenne, alors qu'un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne était sur le point d'être signé à Vilnius. Depuis, le président ukrainien se trouve pris dans un étau qui se resserre de plus en plus. D'un côté, la colère de la société civile, des étudiants, des opposants majoritairement pro-européens, et de l'autre côté, le poing fermé de la Russie qui brandit tantôt la menace de sanctions si l'Ukraine vire à l'ouest, tantôt la carotte des avantages en nature que pourrait retirer Kiev si elle restait fidèle à Moscou. Que s'est-il donc passé en 9 ans pour que la révolution orange aboutisse à ce jeudi noir qui continue et qui pourrait même presque devenir un mercredi matin 11 décembre très noir, puisque, et nous le retrouvons dans un instant, et même tout de suite, Éric Bégala en direct de Kiev. Bonjour Éric. On a appris... Bonjour Marc. Bonjour à vous. On a appris que là, ce matin, au tout petit matin, donc les policiers anti-émeutiers ukrainiens ont donc lancé un assaut contre les manifestants occupant la place de l'Indépendance à Kiev. Une opération, lit-on sur les dépêches, mais je vais vous laisser le détailler, qui a fait plusieurs blessés. Et l'opposition a aussitôt appelé la mobilisation et a prédit 2 millions de manifestants supplémentaires. Qu'en est-il là, en ce moment ? On entend par la fenêtre une ambiance. Décrivez-nous ce qui se passe en ce moment même à Kiev, où il est 9h moins 20. Oui, écoutez, alors en fait, effectivement, la police est intervenue à partir de 2h30, 3h cette nuit. C'était un assaut, mais c'était une sorte d'assaut, quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que les policiers ont fait masse tout autour de la place, tout autour des accès, et se sont mis tout simplement à pousser. Alors d'abord à casser les barricades, les quelques barricades, sur la barricade principale qui se trouvait sur Institutska ulica, la rue qui descend vers la place, qui était la plus solide. Ça, ils l'ont réduite en miettes en un bon petit quart d'heure. Et puis là, ils se sont mis à pousser. Il n'y a pas eu un coup de matraque. J'étais au-dessus d'eux, à 3 mètres. Et pendant 1 heure, quelques 500 manifestants et quelques 500 policiers se sont entremêlés. C'était une véritable mêlée de rugby, mais avec des centaines de personnes. Pas un coup de matraque, pas un coup de bâton, pas une pierre qui vole, rien du tout. Simplement, on poussait, on repoussait, et ça a duré 1 heure. Ils avaient tellement chaud que ça dégageait un brouillard pas possible autour. Enfin, c'était assez hallucinant. Résultat de quoi ? Au bout d'1 heure et demie, en fait, les manifestants ont reculé, les policiers ont bougé de 30 mètres environ, et c'est un petit peu ce qui s'est passé tout autour de la place. Donc le périmètre s'est réduit, mais vous l'entendez, la place, la Maïdan, la place de l'Indépendance est toujours occupée. Il y a toujours un podium, il y a toujours des orateurs. Il y avait tout à l'heure un prêtre qui donnait une petite prière. Il y avait de la musique. Là, il y a des orateurs politiques qui se succèdent. Et vous avez encore 2500, 3000 personnes, peut-être 3500 qui sont toujours là. Et tout autour, ces policiers anti-émeutes qui sont là. Il y a quand même eu une dizaine d'arrestations. On parle de quelques blessés. À vrai dire, c'est pas très surprenant, mais on aurait pu s'attendre évidemment à bien davantage. Réaction, vous arrivez, d'Ukraine, Yulia Shukan. Je pense que l'attaque était attendue à peu près depuis hier, puisque déjà dans la journée d'hier, donc on a vu plusieurs attaques ponctuelles dans la ville. Les barrages installés dimanche par les manifestants avaient été
démonter et évincer, les manifestants évincés et barrages démontés, exactement de la manière dont ça a été décrit. Pour ce qui est du nombre de personnes, notre correspondant sur place dit 3500 personnes. Il faut dire que c'est le matin seulement. Tous les matins, il y a moins de manifestants, mais j'ai vu des appels lancés sur les réseaux sociaux, des appels à la mobilisation. Et je pense que si les accès ne sont pas bloqués, d'autres personnes vont se joindre, des personnes venues de région, ou encore tout simplement les habitants de Kiev peuvent aussi revenir pour réinvestir Maïdan. Donc la question de cet assaut ne règle rien pour l'instant, selon vous, quant à la détermination des manifestants pro-européens voulant défier le pouvoir ukrainien aujourd'hui ? Je pense que de toute façon, la manifestation va durer. Après, tout dépendra de la répression, de la violence de la répression. Pour le moment, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on essaie de réduire le périmètre de la mobilisation, sans cependant trop attaquer, trop taper, effectivement. Mais je pense que la mobilisation se maintiendra. Éric, vous, bien sûr, vous restez avec nous. Vous interviendrez tout à l'heure dans le journal d'Amélie Perrier à 8h. Et s'il y a du nouveau, vous savez bien sûr que vous nous appelez. Nous sommes ici à l'antenne, nous jusqu'à 9h. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Annie de Menton. Alors, qui sont ces gens tout de même, pour refaire un peu le détail de ce mouvement populaire que l'on relie notamment à la révolution orange de 2004, mais qui doit tout de même avoir aussi, après tout, ses singularités. Et puis d'abord, comment analysez-vous et comment interprétez-vous que ici et là, vous voyez bien, à l'approche des élections européennes, le sentiment européen est de plus en plus triste et même fatigué, voire désabusé, même très critique. On s'attend ici et là, notamment en Europe, de ce côté de l'Oural, on va dire, à voilà, une sorte presque de populisme ou même de xénophobie que créerait le sentiment anti-européen. Et qui sont donc ces Ukrainiens pour tout d'un coup dire qu'ils veulent de l'Europe ? Je pense qu'il faut regarder le mouvement dans son évolution, même courte, c'est-à-dire, disons, des 3 dernières semaines. Au début, dans les premiers moments, c'est-à-dire ceux que vous avez rappelés du 21 novembre, c'était essentiellement des populations très jeunes, des étudiants, qui se sont immédiatement mobilisés, se sont mis en grève dans des universités et ont investi donc la place de Maïdan. Donc des jeunes au départ, on va dire. Disons des jeunes qui ressemblent, si je puis dire, à nos jeunes. Voilà, c'est-à-dire, il faut bien voir cette homogénéité maintenant de cette génération qui est arrivée avec une éducation incomparable à celle de ses prédécesseurs, qui étaient quand même un tantinet marqués par, c'est le moins qu'on puisse dire, par l'Union soviétique, et qui se retrouvent là et qui demandent cet accord d'association, ce qui effectivement est extrêmement paradoxal pour nous. Mais ils disent deux choses. Ils disent « nous voulons l'Europe » et ils disent une deuxième chose qui est très importante, « nous sommes l'Europe ». Et l'Ukraine, c'est l'Europe. Et donc, qu'est-ce qui est demandé à travers cette requête ? Il est demandé la souveraineté de l'État, il est demandé la préservation de l'État de droit. Et qu'est-ce qui peut sauver l'État de droit ukrainien ? C'est-à-dire l'État ukrainien, c'est le cadre juridique, légal, constitutionnel, international de l'Union européenne. Mais dites qu'ils ne sont pas un peu naïfs, vos jeunes ? La souveraineté de l'État ukrainien, mais a-t-elle jamais existé ? Elle existe depuis déjà plus de 20 ans. Donc, 20 ans, mais attendez, il y a eu combien d'années d'occupation, enfin de tutelle, et polonaise et soviétique ? Non, mais je fais exprès de vous poser la question. D'où sortent-ils que tout d'un coup, eux, veuillent cette souveraineté à tout prix, alors que cette histoire très complexe, et nous y reviendrons, autre que l'Ukraine l'a très peu été, on va dire. Vous savez, c'est drôle, dans la formulation de l'accord d'association, il y avait quelque chose de très précis. Vous savez très bien qu'il n'était pas question d'élargissement. Mais l'Ukraine était reconnue comme pays européen et pas comme État européen. Et je pense que c'est une des manières de répondre à votre question, c'est-à-dire cette européanité profonde, je dirais culturelle, qui touche à des tas de points différents. On ne va pas refaire, je pense, l'histoire de cet espace, qui est un espace entre des empires, qui est un espace, il faut le dire, sanglant, de conflits. Sous nos pieds, comme disent les jeunes, il n'y a que des charniers. Et vous écrivez un pays qui a le goût de l'extrême. Oui, aussi, oui, bien sûr, et en même temps de la modération. C'est un pays, oui, avec beaucoup de paradoxes. C'est vrai que dans la requête, et on le voit là maintenant, on va jusqu'au bout.
Et en même temps, on ne va pas jusqu'au sang. Surtout qu'il n'y ait pas de sang sur les arbres de Noël, disent-ils. Et que l'on ne mette pas, que l'on n'offre pas ça aux enfants. Alors, c'est ce qui explique, entre autres, quand même, que l'assaut de cette nuit, si l'on essaie de décrypter les dépêches qui étaient un peu alarmistes, objectivement, et par rapport à ce que dit Eric Bigala, c'est ce qui explique que l'assaut d'aujourd'hui, de ce matin, tout de même, n'ait pas été, on va dire, d'une violence sanglante, fort heureusement. Mais c'est ça, oui. Et il faut Annie, ajouter juste un petit mot. Ce qui est très important, c'est que les manifestants ont appelé à la fraternisation des troupes de la milice. C'est extrêmement important. Ils n'ont cessé de dialoguer avec les forces d'intervention pour essayer, bien sûr, de les mettre dans leur camp, étant donné que, pour l'instant, les militaires sont dans leur caserne. Yulia Shoukan, sur ce sentiment-là et cette demande-là de souveraineté, portée donc par toute une jeune génération, est-ce que vous pensez qu'elle a une chance, au fond, d'aboutir, ou est-ce qu'une fois de plus, si l'on reprend le pessimisme légendaire d'Annie de Menton, ça sera un coup d'épée dans l'eau? Yulia Shoukan. En tout cas, ils sont là, ces jeunes et moins jeunes, puisque la mobilisation sur Maïdan, elle est certes jeune, il y a beaucoup d'étudiants, mais il y a aussi beaucoup de personnes, 30, 40 ans, 50 ans, qui sont là. Donc la sociologie de la mobilisation est extrêmement, extrêmement variée. C'est uniquement les jeunes qui demandent cette souveraineté. Mais tout dépendra bien évidemment de la suite des événements pour la souveraineté. D'un côté, on a donc déjà des indications sur un accord qui serait en train d'être précisé entre la Russie et l'Ukraine, qui remettrait en cause en quelque sorte cette souveraineté et alignerait l'Ukraine définitivement sur la Russie. Et de l'autre côté, donc, il y a eu cet accord d'association qui aurait permis à l'Ukraine, donc effectivement, Annie de Menton a raison d'insister, d'intégrer dans la législation ukrainienne un ensemble de normes juridiques. Et je pense que c'était ça le principal avantage de cet accord, c'est de donner à l'Ukraine un cadre normatif et juridique stable, un état de droit. Et derrière ces revendications de l'Europe, il y a aussi cette aspiration en état de droit, un état respectueux des droits des citoyens, un état non corrompu, un état efficace et donc défenseur aussi des droits des citoyens. Oui, mais un état non corrompu, cela dit, depuis notamment 2004, ou même depuis l'arrivée du président actuel au pouvoir, au fond, les choses ont continué de tourner quasiment comme avant, sous couvert de plus de démocratie ou d'un peu plus d'état de droit. Les oligarchies, vous le décrivez très bien, et vous d'ailleurs, Yulia Shoukan et vous, Annie de Menton, les oligarchies ont profité parfaitement du système soi-disant démocratique, plus démocratique réellement, mais pour rester très installés et garder au fond la mainmise quand même sur 90% de l'économie ukrainienne. Oui, ce qui ruine l'Ukraine, il faut quand même le dire. Avec la bénédiction de Moscou. Avec la bénédiction et avec l'aide. Enfin, avec l'aide de Moscou, oui, de bien Moscou, sûr. C'est quand même les oligarchies intérieures à l'État. Alors, il faut dire quand même deux choses sur ces oligarchies. D'abord, elles ne sont pas homogènes. Et Yulia Shoukan le décrit dans son papier du Monde. Elles se sont terriblement concentrées ces 2 dernières années, c'est-à-dire depuis les élections législatives de 2012. Elles se sont concentrées autour du président Yanukovych, avec pratiquement 4 personnes maximum. C'est un pouvoir maintenant extrêmement resserré, je dirais aussi bien sur le plan politique qu'économique. Ces oligarchies proches du président ont profité dans des proportions inimaginables, ont pillé véritablement ce qui pouvait rester à piller, et les autres, disons, puissances financières se sont plutôt tournés vers l'Union européenne et vers cet accord d'association. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'à un moment donné, on a envie d'approprier son business, si on peut dire. Et puis aussi pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'on en a marre aussi d'être menacé le matin parce que finalement votre business gêne celui du voisin. Et puis une 3e raison, c'est qu'on va être mangé par le business russe. Et c'est ça qui, effectivement, attend les puissances financières oligarchiques actuelles en Ukraine. Quelles sont les chances en face d'une opposition que l'on dit très active, qui fédère effectivement ce mouvement, mais cette même opposition, enfin, entre guillemets, l'opposition, si l'on fait une référence à 2004, qui avait déçu dans les suites, tout de même, de ce qu'on a appelé le mouvement et la révolution orange. Est-ce que cette opposition-là, aujourd'hui, a tiré les leçons de ce qu'elle a déçu il y a presque 10 ans, et est-ce qu'elle est autrement ou pas, Yulia Shoukan? En effet, la déception était grande après la mobilisation de 2004. Notamment, on vient de parler des oligarchies. L'une des promesses de 2004, c'était de dissocier la vie politique et les milieux d'affaires. Rien n'a été fait à cet égard par l'équipe arrivée au pouvoir. Mais je dirais qu'aujourd'hui, l'opposition d'aujourd'hui, il faut rappeler que c'est une coalition. À la différence de l'opposition de 2004,
réunis autour d'un leader politique, Viktor Yushchenko. Aujourd'hui, on a une coalition de 3 partis politiques, avec donc 3 leaders à sa tête. Arseniy Yatsenyuk, parti Batkivshina, donc le parti de l'ancien Premier ministre Yulia Tymoshenko. Ensuite, nous avons Vitaly Klitschko, parti Oudar. Et enfin, centre droit. Et enfin, donc le parti d'Oler Tchernibok, Svoboda. Liberté. Tout à fait, Liberté, donc un parti ultra nationaliste. Et donc, cette coalition, à mon sens, a reçu un nouveau crédit de confiance de la part de la population, notamment au regard de l'ampleur de la mobilisation, puisqu'on a eu 3 dimanches de suite des mobilisations de très très grande ampleur. On parle donc des rassemblements qui vont de 105 000 personnes à 1 million de personnes, et donc je pense qu'il y a un nouveau crédit de confiance. Alors, malgré la tristesse européenne des Français, des Espagnols, des Grecs, des Anglais, des Allemands, devant, en revanche, l'enthousiasme européen des Ukrainiens, faut-il tout de même résumer à la partie pour le tout? Anito Bantor, vous avez remarqué que de la place Tahrir à la place Taksim, on a fait des mouvements de place, parfois une métonymie des peuples. Faut-il tout de même résumer l'Ukraine aujourd'hui et le sentiment ukrainien aux manifestants de la place de l'indépendance aujourd'hui? Non, ça serait tout à fait réducteur, c'est le moins que ne je puisse dire. commettons pas les mêmes erreurs de résumer l'Égypte à la place Tahrir. Voilà. Mais quand même, alors... Réducteur sur le plan géographique. D'abord, la grande différence avec 2004, c'est que le mouvement, cette fois-ci, s'est étendu à l'ensemble du pays, y compris à l'Est. Le mouvement s'est radicalisé encore à l'Ouest, puisque le maire de Lviv a déclaré ouvertement son insubordination aux lois de l'État central. Donc, on a là vraiment une carte géographique qui n'a plus rien à voir. Maintenant, en ce qui concerne les motivations, il y a eu un slogan des manifestants qui disait on nous demande la Biélorussie, nous voulons l'Égypte. Alors évidemment, c'est un clin d'œil, je dirais, autant météorologique que politique, mais il y avait là, et je pense que pour les vecteurs et les données, nous allons les revoir en détail après, mais il y avait là quelque chose qui répondait à ce qui se passait dans le monde international. 8h17, c'est l'heure de votre chronique. Brice Couturier. Merci Marc. Zbigniew Brzezinski, qui a été l'artisan de la politique étrangère de Jimmy Carter, a déclaré un jour « Aux yeux des Russes, la Russie sans l'Ukraine, ce n'est rien qu'un État-nation, mais la Russie plus l'Ukraine, alors c'est un empire. » Le pays a proclamé son indépendance en août 1991, alors que le sort de l'URSS était encore en suspens. Gorbatchev tenu à l'écart en Crimée et des putschistes issus des appareils de répression du Parti communiste tentant un coup de force à Moscou. Gorbatchev rêvait de maintenir l'Union soviétique. Boris Yeltsin, le vainqueur de cette ultime épreuve de force, était lui un tenant de la ligne nationale russe. C'est lui qui a mis fin à l'Empire soviétique en remportant la victoire face aux putschistes. Au référendum convoqué en décembre de cette année-là, plus de 90% des électeurs ukrainiens se sont prononcés en faveur de l'indépendance. Il faut dire que les souvenirs de la période soviétique sont très douloureux. La grande famine, déclenchée par Staline en 1932 et 1933, a provoqué la mort de 4 à 5 millions d'Ukrainiens. Le Parlement européen a d'ailleurs reconnu l'Holodomor, l'usage de l'arme de la faim en Ukraine, comme un crime contre l'humanité. Et Timothy Snyder a montré dans son récent livre « Terre de sang » que l'Ukraine avait été le théâtre des pires massacres de la Seconde Guerre mondiale, tant du fait des nazis que des soviétiques. 1,5 million de juifs y ont été exterminés dans ce qu'on appelle la Shoah par balle, face à des fosses communes qu'ils venaient de creuser eux-mêmes. Ce passé hante la mémoire d'un peuple qui a conscience de vivre sur des charniers et qui aspire désespérément à une normalité européenne. Alors lorsque l'indépendance a été proclamée avec Leonid Kravchuk comme président, la vieille élite communiste de l'époque soviétique est restée aux commandes du pays. Son successeur Leonid Kuchma était censé libéraliser l'économie. En réalité, comme en Russie, à la même époque, les réformes furent constamment repoussées. Et de fait, à la fin des années 90, la situation économique du pays était devenue catastrophique. C'est alors que se révéla la personnalité de Viktor Yushchenko, le président de la Banque centrale, qui fut appelé comme Premier ministre, avec Yulia Tymoshenko, vice-premier ministre. Ce duo de choc tenta de nettoyer les écuries d'Augias et provoqua le décollage de l'économie enfin. Mais ce sont les oligarques qui en profitèrent et qui infiltrèrent très vite de leurs créatures les rouages du pouvoir politique. Yushchenko fut très vite écarté. C'est pourquoi la révolution orange éclata à Kiev en 2004 en réaction à l'élection du candidat pro-russe
Viktor Yushchenko, soupçonné d'avoir excessivement bourré les urnes. Cette révolution fut incarnée par un... Ah zut, je me suis trompé. Oui, voilà, on osait... voilà. Yanukovych. Voilà, Yanukovych, soupçonné d'avoir excessivement bourré les urnes. Cette révolution, elle fut incarnée par un Yushchenko au visage défiguré parce qu'il paraît bien avoir été être une tentative d'empoisonnement à la dioxine. Et puis par la frêle passionnariat Yulia Tymoshenko avec sa natte blonde postiche en couronne, en icône archislave. Mais la révolution orange déboucha sur des crises politiques à répétition et la situation économique à nouveau se dégrada à partir de 2008. Du fait notamment des coupures du robinet à gaz russe effectuées par un Poutine bien décidé à faire payer aux Ukrainiens leur désertion. Lassés, les Ukrainiens portent Yushchenko à la présidence en 2010 face à une Yulia Tymoshenko qui, malgré son score de 45% des voix quand même, est immédiatement emprisonnée sous un fallacieux prétexte afin d'éviter, j'imagine, toute réédition de la révolution orange. Alors, Vladimir Poutine ne songe pas à rétablir l'Union soviétique, mais à contrer la puissance commerciale de l'Europe par une communauté économique eurasienne. Il est parvenu à contraindre l'Arménie si pauvre à tourner le dos à l'Europe en utilisant l'arme du gaz. Il étrangle la Géorgie rebelle en occupant une partie de son territoire. Il a commencé à constituer sa zone commerciale avec la Biélorussie et le Kazakhstan. Il lui faut l'Ukraine. Voilà pourquoi il vient de faire échouer in extremis l'accord de libre-échange entre ce pays et l'Union européenne, négocié pourtant durant des années. Force est de constater que les choses ont beaucoup changé depuis la révolution orange de 2004. D'abord parce que les Américains, qui avaient alors soutenu chaudement les manifestants de Kiev, se montrent aujourd'hui très réservés. Obama ne veut pas affronter les Russes. Ensuite parce que les Européens sont divisés. Si les Polonais et les Baltes en particulier sont chaudement partisans de l'intégration de l'Ukraine dans l'UE, parce qu'ils redoutent de se trouver en première ligne face à la Russie, les Allemands et quelques autres sont beaucoup plus tièdes. Ensuite, tout le monde est échaudé par des gouvernements ukrainiens qui ont donné l'impression de naviguer entre les deux blocs en fonction des offres qui leur étaient faites. Le régime clientéliste qui tient l'Ukraine n'a pas bonne réputation. Alors voilà, des centaines de milliers d'Ukrainiens sont dans la rue en ce moment pour rejoindre l'Europe, mais l'Europe, elle a-t-elle envie de l'Ukraine ? Voilà, alors on va juste rétablir qu'il y a eu quelques twists, que le président de la République depuis 2004, donc Viktor Yanukovych, et qui lui comme principaux opposants, justement Viktor Yushchenko et Yulia Tymoshenko. C'est vrai qu'entre les deux Victor, ce n'est pas aisé. Ah, excusez-moi. Voilà, donc on rectifiera bien sûr, notamment à la réécoute, commentaires, cela dit, et réactions. Annie de Menton sur voilà, cette histoire compliquée, pouvoir russe, pouvoir ukrainien, et peut-être, qui sait, juste rajouter, est-ce qu'on est au fond encore quelque part dans une longue dissolution, mais qui n'est pas tout à fait achevée, de ce qu'on a appelé l'Union soviétique avec cette histoire-là ? Oui, il y a plusieurs questions qui ont été posées par Brice Couturier qui sont toutes, je dirais, intéressantes et importantes par rapport à la crise que nous vivons. Ce sont une série de sursauts. D'abord, une des choses les plus importantes peut-être pour arriver à l'actualité immédiate, il faut bien dire, est-ce que l'Union européenne veut de l'Ukraine ? Ceux qui ont poussé à cet accord d'association, ce sont ce qu'on appelle les nouveaux élargis, c'est-à-dire les peuples d'Europe centrale, même que l'on appelait les pays du pacte de Varsovie, et qui étaient donc dans le glacis soviétique jusqu'à récemment, qui se sont libérés avec toutes les difficultés et les convulsions que nous connaissons, et qui ont finalement cherchent avec l'Ukraine une sorte également, bien sûr, d'accointance culturelle, etc., mais aussi de pare-feu par rapport à la Russie. Ça, c'est quand même une chose importante. Une autre chose, effectivement, vous avez raison de replacer ça dans la lignée de la perestroïka. C'est-à-dire qu'on est en train de défaire ce tissu-là, je dirais, de le défaire sur le plan politique, sur le plan des mentalités, sur le plan des manières de faire. Et juste, finalement, pour replacer, sans prendre trop de temps dans le contexte d'hier, c'était étonnant, ces trois présidents qui étaient réunis avec Viktor Yanukovych, qui est dans une situation extrêmement difficile, et le président Kravchuk lui disait, mais vous savez, la démocratie, c'est une chose difficile, mais il n'y a pas d'autre chemin. Nous-mêmes, en 89, nous avons été confrontés aux étudiants. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On ne les a pas frappés, on les a convoqués, on a parlé, etc. Donc il y a une sorte d'apprentissage gigantesque de la démocratie, y compris, comme vous finalement le soulignez, chez les élites, qui évoluent, qui échouent,
la révolution orange, Yushchenko qui fait avec Timoshenko un gouvernement exceptionnel en 2002, qui sort l'Ukraine, qui finalement fabrique cette opinion orange. Les gens y croient, parce qu'effectivement, il y a de quoi y croire. Et qui finalement échoue sur des querelles de politique interne telles que nous pouvons les connaître à l'Ouest. Il faut aussi le reconnaître. Yulia Shoukan. Oui, je voulais juste ajouter par rapport aux nouveaux élargis, aussi aux efforts déployés par l'Union européenne, par le Parlement européen, puisque le Parlement a joué aussi un rôle dans l'avancement de ce processus d'association, avec notamment la constitution d'une commission de médiation dirigée par les deux anciens présidents, le président Kwasniewski et le président Cox, et qui s'est rendue à 27 reprises en Ukraine pour essayer de trouver une solution à ce qu'on appelle les cas de justice sélective. Donc cette justice motivée par des raisons politiques et appliquée à l'encontre des opposants, et notamment donc l'affaire de Yulia Tymoshenko, qui a constitué aussi un point de tension dans ce processus d'association. À la question de Brice, on pourrait dire que pour une fois, il y a quelques actes, mais j'aimerais que vous nous les décryptiez, qui semblent montrer cet intérêt de l'Europe pour l'Ukraine réellement, puisqu'après tout, aujourd'hui et demain, Catherine Ashton est donc à Kiev pour aider... On verra bien ce qu'elle fera au règlement de la crise politique en Ukraine. Et aujourd'hui, 10 décembre, Laurent Fabius rencontre le boxeur, Vitaly Klitschko, ancien boxeur et actuel chef du Parti libéral, troisième formation politique du pays, pour parler de la situation. Et donc, le chef d'État ukrainien rencontre 3 ex-présidents donc, des pays dont vous parliez. Est-ce que... Alors, d'abord, quand même, est-ce qu'il y a un intérêt réel pour la question européenne de l'Ukraine vu par nous, ou est-ce que c'est un prétexte pour embêter Poutine de façon un peu gratuite? Mais voilà, est-ce qu'il y a un intérêt réel, ou est-ce que c'est un jeu de billard diplomatique seulement, et qui pourrait laisser l'Ukraine toute seule une fois que les événements se tasseront? Annie de Menton. Je dirais qu'il faut y croire. Il y a les deux choses, c'est-à-dire que l'intérêt pour l'Ukraine est en train de se créer, et je dirais que nous y contribuons, et que pour l'instant, les manifestants de la place Maïdan contribuent à exprimer l'importance de cet appel, qui n'est pas un appel à l'aide, qui est un appel à la complicité. C'est tout à fait autre chose. Et maintenant, pour ce qui est de la prise en tenaille, il y a un élément que nous n'avons pas encore finalement beaucoup mentionné, qui est extrêmement important, c'est Moscou. Et jusqu'au point où aujourd'hui, on se demande si finalement, il faut bien voir que toutes les négociations avec les responsables à Moscou, à Pétersbourg et à Kiev ont été tenues secrètes. Et on ne sait pas si aujourd'hui, les accords ne pourraient être signés que si finalement on a dit au président Yanukovych, écoutez, mettez un peu d'ordre dans votre pays, ensuite nous réglerons les problèmes économiques et politiques qui restent à régler. Précision, il y a 3 mois, la Russie a fermé ses portes aux exportations ukrainiennes, le marché du métal, celui des turbines, d'autres ont encore souffert. L'Ukraine a perdu dans cette affaire 5 milliards de dollars, 400 000 emplois sont en jeu, et de très nombreuses entreprises également qui travaillent uniquement avec le marché russe, et le Kremlin continue de menacer. Oui, Yulia Shoukan. Oui, je voulais juste compléter par rapport à ce que Annie de Menton vient de dire. Je pense que l'intérêt de l'Europe est réel. Et ça se voit notamment à travers le programme mis en place depuis 2009, donc Partenariat oriental, qui touche non seulement l'Ukraine, mais aussi 5 autres États post-soviétiques. Il y a un intérêt politique du point de vue de la création d'une zone de stabilité, des démocraties stables aux frontières de l'Europe, mais il y a aussi un intérêt économique, puisque l'Ukraine, quand même, il ne faut pas oublier, est un grand pays de 46 millions d'habitants. Forcément, il y a un intérêt aussi économique, mais ensuite la question qui se pose, c'est la question des moyens mis en œuvre par l'Union européenne pour effectivement promouvoir cette cause d'association. Et je pense qu'à cet égard, les responsables de la Commission européenne ont été quelque peu naïfs. En tout cas, n'ont pas, à mon sens, pris en compte l'importance, les réactions que Moscou pouvait avoir face donc à cette perspective d'association. Alors, Caroline Liachev voulait poser une question. Pourquoi est-ce que l'Ukraine est soumise à un choix ou c'est-à-dire ou l'Union européenne ou la Russie ou Moscou?
Voilà. Pourquoi Je est-ce pense que Annie ce de choix, Banton. je pense que ce choix est artificiel. Annie de Tout Banton. simplement parce que les circuits économiques ne sont pas figés. Sans ça, on ne serait pas là en train d'en parler. Quand on dit effectivement que les exportations vers la Russie sont extrêmement importantes, nous sommes d'accord là-dessus. Que effectivement, le rapport de force en ce qui concerne l'énergétique n'est indiscutable. Mais voilà qui n'est pas figé dans le bronze, c'est le cas de le dire, figé dans le marbre tout au moins. Justement, c'est assez intéressant parce que ce gouvernement, qui pourtant n'est pas un gouvernement vraiment réformateur, c'est le moins qu'on puisse dire, avait commencé à couper certains liens pour en faire profiter d'autres. Donc il y avait, ça s'appelle ça aussi, c'était ce que l'Union européenne demandait, c'est-à-dire, et également le FMI, c'est-à-dire qu'effectivement il fallait réformer l'économie pour que ce pays qui est riche, au demeurant, devienne autonome et non plus dépendant non pas de données économiques, mais de chantage économique. C'est là la question. Brice Couturier. Oui, c'est la question de Caroline Yachev est passionnante parce qu'on est au cœur du sujet. En fait, il faut bien comprendre qu'en ce moment, ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a une compétition entre deux blocs. Il y a un bloc eurasiatique, comme dit Poutine, qui est autoritaire, semi-dictatorial, qui est incarné par exemple comme un pays par la Biélorussie, qui est un pays terriblement autoritaire, où les journalistes sont en prison. Et puis il y a notre bloc commercial démocratique européen, et l'Ukraine est évidemment partagée entre ces deux tentations. Nous utilisons comme arme le soft power, c'est-à-dire rejoignez-nous et vous bénéficierez de notre marché régulé. En face, on a affaire à un semi-dictateur, Poutine, qui lui utilise l'arme du gaz et du pétrole, qui est de dire attention, si vous ne rejoignez pas mon camp, et si vous n'avez pas le choix, c'est ou moi ou les autres, si vous ne rejoignez pas mon camp, je vais monter vos prix du pétrole de telle manière que je vais vous ruiner. Mais que c'est comme au bon vieux temps. C'est comme pour la famine organisée par Staline. Alors justement, c'est là, je pense qu'il y a une grande différence, c'est qu'il n'y a pas d'armée rouge. Il n'y a pas d'armée rouge pour aller occuper les pays comme la Tchécoslovaquie ou la Hongrie qui à l'époque faisaient sécession. Il y a l'arme du pétrole qui est une arme assez soft. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est à quel point l'Union européenne se berce d'illusions parce que nous croyons vivre dans un monde post-historique, post-national où tout s'arrange par le commerce et la norme juridique. Poutine n'est pas dans cet esprit-là, lui. Il est dans un monde moderne, pas post-moderne. Alors je vous vois lever le sourcil, Annie de Banton. Oui, bien sûr, parce qu'il y a deux éléments. Il y a un élément avec lequel je serai tout à fait d'accord avec vous, mais il y en a un autre qui est quand même beaucoup plus dangereux. D'abord, l'exemple de la Géorgie, en 2008, qui a bouffé, si je puis dire, 20% du territoire, n'était pas ni le soft power, ni la question énergétique. Qui avait commencé Est-ce que c'est pas les Géorgiens qui ont provoqué les Russes? On ne va pas refaire l'histoire de la Géorgie, parce que là, c'est une histoire complexe, et je pense que nous ne serons pas d'accord. On lira votre livre qui le décrit très bien. Mais par ailleurs, je veux dire, une chose importante, c'est toutes les pressions qui ont été faites par Sergueï Glaziev, qui est le représentant auprès du président Poutine pour toutes les questions ukrainiennes, et qui a ouvertement dit écoutez, si les choses se passent mal à l'intérieur de l'Ukraine, s'il y a des parties du territoire qui nous demandent de l'aide, s'ils expriment l'autonomie, et qui était visé, la Crimée, le Donbass, la partie orientale, écoutez, nous serons obligés d'intervenir. Militairement ? Écoutez, je vous laisse finir la phrase. Il y a une grande peur à Kiev, notamment du côté de l'état-major de l'opposition. En effet, cette appréhension d'introduction, sinon des troupes russes, mais du moins des forces, des unités spéciales qui pourraient intervenir et aider donc effectivement les unités spéciales ukrainiennes à dégager les manifestants, à réprimer sévèrement la manifestation. Donc cette peur et cette appréhension, elle existe réellement. Ce d'autant plus qu'on sait qu'en 2004, il y a eu déjà des unités spéciales russes. Elles étaient présentes, concentrées autour du bâtiment de la présidence. Et donc, effectivement, ça laisse penser que ce scénario pourrait se reproduire. Est-ce qu'il faut voir, alors sur les symboles, on a vu que le dimanche, la dernière statue de Lénine était abattue dans le centre de Kiev par une trentaine d'individus sous le regard des caméras. Alors évidemment, ça avait un petit côté parfois chute du mur de Berlin. Est-ce que c'est exagéré ou pas, Annie de Banton et Yulia Shoukan?
Oui, c'est... Yula Shokan. Du point de vue des manifestants, je ne dirais pas. Symbole, Non, mais du point de vue des manifestants, ce n'était pas exagéré, puisque non, j'ai vu, j'étais sur place, en effet, au moment où le monument est tombé, et j'ai vu comment les manifestants réglaient leur compte au monument de Lénine, donc en essayant de le casser avec des marteaux, et donc tout ceci a continué dans la nuit, et même lundi matin, encore des manifestants donc qui s'attaquaient au monument. Donc certes, c'est un symbole. Après, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est une provocation ou pas, puisque dans le même temps, auparavant, il y a eu déjà des tentatives pendant cette mobilisation, donc, de faire tomber le monument, et à chaque fois, la police a répliqué sévèrement. Là, la police a laissé les manifestants faire, donc ce qui laisse aussi penser que c'était peut-être une provocation pour ensuite justifier les réactions des autorités. Oui, la répression. Annie de Menton. Oui, bien sûr, c'est un symbole important, mais je voudrais justement rappeler une chose qui m'avait frappée dans les commentaires des Européens, qui avaient dit, mais si l'accord d'association est signé, ça... Symboliquement, ça sera la deuxième chute du mur de Berlin. Ah oui, voilà. Ah oui, donc oui, on est passé loin. Je ne savais pas cette anecdote. Caroline Eliachef. Oui, est-ce qu'il y a un lien, ou est-ce que vous voyez un lien entre les mouvements féministes ukrainiens et ce qui se passe aujourd'hui, ou est-ce que c'est deux mouvements totalement séparés au niveau des jeunes en particulier? Je ne vois aucun lien, d'autant plus que le mouvement Femen, donc extrêmement connu en France, est très discrédité en Ukraine, de par son incohérence idéologique, puisque depuis l'existence des Femen, il y a eu des mobilisations pour tout et rien, enfin n'importe quelle cause pouvait être soutenue par ce mouvement, donc je ne vois pas de lien entre les mouvements féministes. Par contre, je vois un lien, le mouvement étudiant. Je vois un lien direct entre 2004 et 2013, puisqu'on a vu à chaque fois dans les deux mobilisations les étudiants sur le devant de la scène, donc qui entrent en grève, ne vont plus en cours et qui participent activement, que ce soit à Kiev ou encore à Lviv. On a eu une très grande mobilisation, mais aussi dans d'autres villes, puisque si on regarde la carte des mobilisations, on voit que cette division de l'Ukraine est largement dépassée, puisqu'il y a des supporters de l'accord d'association partout en Ukraine, à l'est, au sud, à l'ouest. Enfin, reconnaissez tout de même que l'ouest est beaucoup plus pro-occidental, que le sud et l'est est beaucoup moins pro-occidental. C'est quand même le problème de fond de l'Ukraine. Pour des raisons historiques. Pour des raisons historiques, parce que c'est un pays qui a été colonisé en réalité par la Russie. Une bonne partie de ces gens qui sont pour l'accord avec la Russie sont en fait des Russes eux-mêmes. C'est un petit peu la situation des Français d'Algérie, quoi, en gros. Les choses par leur nom. Je ne veux pas nier post-coloniale. Je ne veux pas nier cette division, elle existe, elle est réelle, mais ce qu'on voit effectivement, c'est que les mobilisations pro-européennes se multiplient à l'échelle du pays et dépassent largement ce clivage. Même s'il y a eu des mobilisations en soutien à la position du président Yanukovych à Sébastopol, à Donetsk, mais il ne s'agit pas de mobilisation de la même ampleur finalement, puisqu'on n'a pas eu de millions de personnes dans les rues pour soutenir la politique de Yanukovych. En tout cas, c'est ce que votre carte, j'imagine que c'est vous qui l'avez validée, établie dans le monde. Tout à fait, on s'est appuyé sur les sources ukrainiennes, oui, pour la alors carte. évidemment, il y a l'exotisme des noms, mais donc vous dites bien que, parce que oui, moi je ne suis jamais allé là-bas, mais quand on voit donc apparemment les manifestations, on voit bien s'étendre d'une façon tout de même assez homogène sur le territoire de Yalta, Sébastopol, à Lutsk, Kovel et puis Kiev, entre autres. Bon, enfin, à Lviv, le nationalisme ukrainien est très vif. Dans l'Est, il est beaucoup moins. Annie de Menton. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Vous avez prononcé à juste titre le mot de colonisation. Je serais d'accord avec vous, mais je parlerai d'une colonisation économique et non pas ethnique, ce qui n'a strictement rien à voir. Cette population, d'abord, il y en a assez des clichés des russophones et des ukrainophones que vous n'avez pas employés, c'est pas ce que je veux dire. Mais les langues ne sont pas coupables. Et donc, le russe et l'ukrainien sont les deux langues pratiquées couramment par toute la population, en particulier la population la plus jeune qui est absolument bilingue et qui commence à apprendre très aisément, bien sûr, la troisième langue, qui est l'anglais. Donc, il y a là un rapport de force qui n'est pas du tout lié. D'ailleurs, je voudrais souligner deux choses importantes. Enfin, je veux dire, à Soummé, c'est 50 km de la frontière russe. C'est où Attendez, il faut dire. C'est à nord-ouest. D'accord, nord-ouest. Voilà, et je veux dire, il y a eu des mobilisations. Soummé, par exemple, c'est une petite ville, enfin c'est une ville de moyenne importance, extrêmement intéressante. C'est une des villes les plus rebelles, parce qu'elle est tenue aussi par un maire qui est un grand résistant, voilà, c'est comme ça. Mais, et tout le business là-bas, bien sûr, est partiellement tenu avec les échanges russes, mais aussi énormément avec les échanges de l'ensemble du
du territoire européen. Donc cette dichotomie, et Yulia avait raison de la souligner, cette dichotomie n'est plus valide. Si tant est qu'elle l'ait été, elle n'est plus valide. C'était excusez-moi, mais une propagande de Moscou que tout le monde reprenait. Mais alors Yanukovych, il représente quoi? Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Il a été élu quand même majoritairement dans l'Est et le Sud du pays, où effectivement la population est moins pro-européenne que dans l'Ouest. C'est quand même une constatation qu'on peut faire sur place. Et vous voulez dire que les Ukrainiens plus près de la Pologne, ils sont pré-européens, évidemment. Et ceux qui sont plus près de la Russie, quand vous avez Lviv, vous êtes dans une ville qui a été anciennement polonaise du reste, donc la présence européenne et même les paysages par les Allemands. Lviv, on est en Europe, en Crimée, on est ailleurs. Oui, et à Kharkov, je dirais qu'on est en Europe. C'est une grande ville universitaire. À Sébastopol, on est où? Et à Sébastopol, là, on est entre les deux, parce que Sébastopol est partagé avec cette histoire de la flotte de la mer. Et à Odessa, on est où? À Odessa, bien sûr, on est en Ukraine, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais sociologiquement, on ne peut pas nier. En effet, les sondages faits sur les 2 dernières années montraient que les populations du centre et de l'ouest étaient plus pro-européennes que les populations du sud et de l'est. Ce que moi, je voulais souligner, notamment avec cette carte des mobilisations, c'est que la mobilisation pro-européenne, elle tend à dépasser ces clivages, même si certes, les mobilisations sont plus importantes à l'ouest qu'à l'est et au sud, par exemple. Et deuxième point, je veux vraiment insister là-dessus, à l'est, il n'y a pas de mobilisation spontanée en faveur du Parti des régions et de la politique de Viktor Yanukovych. Est-ce que c'est à l'effet des nouvelles générations, cela dit ça? Est-ce que c'est ce que vous décriviez tout à l'heure au tout début de l'émission, Annie, par exemple, de Banton? Oui, quand même, il y a une unification. Et je dirais, vous savez que quand même, on a beaucoup dit de mal, et je suis la première à le faire, de l'échec de la Révolution orange. Mais en 9 ans, le pays s'est homogénéisé. Il s'est en fait passé quand même quelque chose. Il s'est passé énormément de choses, c'est-à-dire que, vous savez, il y a eu des élections. Les élections, ça fait du bien. Ça fait du bien, pourquoi? Parce qu'il y a de la propagande, il y a de l'anti-propagande, il y a de l'information qui circule, et tout ça contribue à une homogénéisation du pays. Allez, Brice, la dernière question. Non, juste une petite anecdote, de ne pas oublier qu'au 20e congrès de l'Union soviétique, en 1956, le camarade Khrouchtchev, premier secrétaire, a révélé que le camarade Staline, à qui il succédait, avait envisagé, après la Deuxième Guerre mondiale, de déporter la totalité de la population ukrainienne au fin fond de l'Asie, parce qu'il les soupçonnait de s'être mal comportés pendant la guerre. Donc on peut voir effectivement que l'Ukraine a été toujours un problème pour l'Union soviétique, et que les rapports entre l'Ukraine et l'Union soviétique, dont Poutine est quelque part un peu l'héritier, parce qu'il est quand même un ancien colonel du KGB, sont effectivement un petit peu difficiles, quoi. Écoutez, déporter effectivement l'ensemble de l'Ukraine, là, ça paraît un petit peu difficile. C'est pour ça Khrouchtchev a dit qu'il avait renoncé parce qu'il n'y avait pas assez de trains disponibles, mais qu'il l'avait réellement envisagé. Vous savez, il y a une plaisanterie au moment de la pleine crise polonaise, au moment où effectivement la Pologne essayait de se libérer. Il n'y avait qu'une solution pour régler cette crise, c'est de transporter la Pologne en Australie. Enfin, on serait tranquille. Donc le problème de l'Ukraine reste le problème des frontières, si je puis dire. Imaginez la Pologne à l'Australie, ça nous aurait changé notre Brice Couturier à jamais. Yulia Shukhan, je terminerai juste par une petite pensée à tous ceux qui sont réunis en ce moment sur la place Maïdan et qui cherchent à défendre effectivement leurs droits et leurs choix. Bien sûr, mais quand même une question. On n'a pas parlé du tout, et maintenant c'est trop tard, on ne pourra pas le faire en longueur, mais des États-Unis. Est-ce que l'Europe doit absolument satisfaire les besoins ukrainiens, ou est-ce qu'un jour, et en cas de défaut européen, les Ukrainiens pourraient dire, comme d'autres pays européens, écoutez, si vous vous intéressez pas à nous, nous tournerons vers les Américains? Est-ce qu'il y a un enjeu américain en Ukraine ou pas? Pardon, la question est vaste et on n'a plus beaucoup de temps. Mais Annie de Banton et Yulia Shukhan. Je pense que l'Ukraine représente un intérêt pour les États-Unis, ne serait-ce qu'on voit aujourd'hui, hier et aujourd'hui, donc la vice-secrétaire d'État qui est présente. Les condamnations américaines sont très fermes. Très fermes. Plus que les européennes. Cette nuit, j'ai vu une déclaration du département d'État qui parle du dégoût face donc aux réactions des autorités, à la répression. Le vocabulaire est plus ferme que le vocabulaire européen pour l'instant. Annie de Banton, cette question. Il y a une chose qui est quand même assez amusante, parce que pendant la Révolution orange, on a tellement dit et répété que tous ces manifestants étaient payés par les Américains. Ce qui faisait bien plaisir à Moscou, qui est prêt à d'ailleurs reprendre cette rengaine-là en disant que c'est encore l'impérialisme américain qui fait ingérence dans un pays étranger. Donc là, je pense que nous aurons compris qu'ils ne sont pas payés par les Américains. Dommage peut-être. On va se quitter avec un groupe ukrainien qui était au Transmusical de Rennes, ramené par Mathieu Conquet. Le groupe Vesna, vous les connaissez, Yulia Shukhan. Le groupe ukrainien Daka Brakala.
Oui, bien sûr. Pardon, voilà, bien sûr, c'est ça qu'il fallait que je dise dans l'ordre. Bien sûr. D'accord. Bracha. Voilà. Et je précise que ce groupe, me dit-on, pour l'instant, n'a pas accès en Ukraine ni aux radios ni aux télés. Non, c'est faux, je pense. Je pense que Non, oui, non. ça m'étonnerait, oui. Voilà, parce que le chanteur du groupe s'exprimait un temps contre un retour au temps de l'URSS et aurait été censuré par les radios. Non, bon, à se méfier de ce genre d'informations. D'accord. Non. Bon, on les écoute quand même, voilà. Daka Brakala. Voilà, alors il faut peut-être dire Daka Braka, c'est ça, mais il faut faire vous me redites-moi tout comme il faut. Dacha Bracha. Ah oui, Daka Braka, oui, bien sûr, ah oui, le H, voilà. Que nous arrive-t-il en musique? Que nous arrive-t-il sur la toile et que nous arrivera-t-il tout à l'heure avec Sébastien Le Foll? C'est maintenant. Bonjour Xavier Delaporte. Bonjour Marc Branchier. Écoutez bien parce que je crois que ça va vous concerner beaucoup. Annie de Menton. Et puis je vais avoir besoin de précision. Julia Choukan. Alors que nous arrive-t-il sur la toile, Xavier? Eh bien, ça va devenir un lieu commun des mobilisations politiques. D'ailleurs, c'est peut-être devenu déjà un lieu commun des mobilisations politiques que de souligner ce qu'elles doivent aux réseaux sociaux. Vous en avez parlé un petit peu ce matin. Donc, si le phénomène a sauté aux yeux lors des printemps arabes, il avait commencé avant que l'on se souvienne, par exemple, des grandes manifestations qui avaient suivi la réélection de Ahmadinejad en Iran en 2009, dans lesquelles Twitter, notamment, mais aussi les images postées sur YouTube et partagées ensuite, avaient aidé à la fois à l'organisation des manifestants et à la popularisation des manifestations à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Plus récemment, les manifestants turcs ont non seulement prolongé cet usage des réseaux sociaux, mais ils ont porté la créativité à un point inédit, tant politiquement que esthétiquement. Il faudra un jour faire le répertoire de ça, c'était absolument incroyable. Donc oui, aujourd'hui, quand des mouvements politiques animent des populations connectées, ces mouvements se déroulent à la fois dans la rue et dans les réseaux sociaux avec une interpénétration et une complémentarité joliment exprimée par un manifestant ukrainien. Le métro de Kiev ferme à minuit, Facebook ne ferme jamais. Alors car l'Ukraine évidemment ne fait pas exception à la règle. Ce sont les réseaux sociaux qui ont les premiers relayé les appels à manifester. Immédiatement a été créé sur Twitter le hashtag Euromaidan, donc le square européen dont tel qu'il a été rebaptisé par les manifestants. Hashtag autour duquel depuis une quinzaine de jours s'échangent des informations, des images, des slogans. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'avant le 21 novembre, les Ukrainiens étaient assez peu présents sur Twitter. Ils préféraient les réseaux sociaux russes comme Vkontakte ou ce que je vais extrêmement mal, non? Oula, je vois des visages. Facebook, Oui. contrairement à la Facebook. Russie, où effectivement Vkontakte est très utilisé, en Ukraine, c'est quand même Facebook qui reste la principale source d'informations pour ceux qui sont connectés. Contrairement à la Russie, effectivement. Et d'ailleurs, la page officielle de l'Euromaidan sur Facebook, qui a été créée assez vite par des journalistes et des activistes, a vu sa fréquentation croître le plus vite parmi toutes les pages ukrainiennes de Facebook. La page donne des points de ralliement, mais aussi la liste des commerçants accueillant les manifestants pour qu'ils se restaurent et qu'ils se réchauffent. Elle met en contact les habitants de Kiev prêts à accueillir pour la nuit des manifestants avec des provinciaux qui sont montés à Kiev. Elle permet l'organisation des brigades de médecins volontaires, une aide juridique, etc. Alors bien sûr, ces réseaux sont aussi pour le pouvoir un lieu d'observation, voire de propagande. On voit sur Twitter par exemple des messages qui utilisent le hashtag Euromaidan, mais pour dire je suis bien mieux avec ma famille devant la télé que à l'Euromaidan, etc. Moi, mais quand même, on me tweet des photos de Kiev sous la neige et pendant la manifestation, c'est assez impressionnant. Ah oui, c'est vrai. Nicolas La neige Sada, grise. par exemple, à l'instant. Oui. Mais quand même, tout ça, ça permet l'organisation de mouvements, leur documentation, mais aussi la diffusion presque en temps réel des violences policières. Et c'est une toute autre information qui se diffuse, celle des manifestants eux-mêmes, jusqu'à ces caméras qui sont tenues par des activistes qui retransmettent toute la journée en temps réel ce qui se passe dans les rues, le live streaming, c'est toujours extrêmement impressionnant. Face à tout ça, on se pose des questions. Ces mouvements auraient-ils eu lieu sans les réseaux sociaux? Quelle aurait été la réaction du pouvoir sans tous ces yeux posés sur lui? Tout cela garantit-il la victoire des manifestants, etc. Et on ne peut pas ne pas éprouver une sorte d'émotion devant cette nouvelle manière de faire de la politique. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à être émus. Car tous ces gens qui se connectent, qui s'abonnent, qui passent des heures dans les réseaux, ça fait frémir les opérateurs téléphoniques. Et en particulier, Mobile Telesystem et Vimpelcom, les deux opérateurs russes qui contrôlent la plus grande partie du réseau ukrainien. Ainsi, JP Morgan Chase, qui est toujours au taquet, prévoit que cette explosion du trafic va mécaniquement faire monter le prix des actions de ces entreprises et donc
publie des études pour l'expliquer. Le magazine Forbes de se livrer à une petite analyse financière. Mobile Télésystème est coté à New York. Quelle sera l'échelle de cette augmentation ? Eh bien, c'est la question que se posent les analystes. Comme ce cadre de la Raiffeisenbank à Moscou, ce qu'on ignore encore, c'est le nombre de gens qui vont se joindre au mouvement et combien de temps tout cela va durer. Au moins, tu le sauras, toi, la jeune Ukrainienne qui depuis 3 semaines va te cailler sur la place de l'Indépendance, qui manque de te prendre un coup d'épaule pour envoyer et poster sur Facebook une photo de la foule dégagée par la police. Tu sauras que à Wall Street, on s'inquiète de toi. La chronique de Xavier Delaporte sur franceculture.fr, un tout petit mot, Yulia Oui, Shoukan. effectivement, la mobilisation d'aujourd'hui, c'est une mobilisation online, donc sur Maïdan, mais aussi offline. Donc on voit énormément d'informations, de demandes d'aide, etc. circuler sur Maïdan. En 2004, il n'y avait pas effectivement tous ces réseaux sociaux, mais il y a eu une chaîne de télévision, chaîne 5, qui a joué un rôle important. Aujourd'hui, on voit effectivement des manifestants qui deviennent eux-mêmes caméramans, effectivement les live streaming qui nous permettent aussi de mieux comprendre ce qui se passe sur place. Je pense que tout